faut être lucide par rapport à ça. Il faut prendre des décisions qui sont responsables, qui sont pragmatiques, mais qui sont difficiles. Sur le plan politique, c'est difficile pour mes 15 collègues et moi en ce moment. Geneviève Guilbeault, bien seule à sa table pour annoncer l'abandon du projet du troisième lien routier entre Québec et la Rive-Sud. On mise plutôt sur un tunnel qui sera consacré uniquement au transport en commun, une alternative qui déplaît sur la Rive-Sud. Et il y a plusieurs élus de la CAQ qui l'ont compris, l'ont entendu, en tout cas des électeurs. Est-ce que ça va avoir un impact sur le gouvernement de François Legault? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est chroniqueur à la presse et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alec, est-ce que c'était la première grosse crise à gérer pour François Legault, cette histoire-là, cette semaine, la semaine dernière? Bien, au sein de son caucus, certainement. Là, ça teste la cohésion du groupe. On se demandait est-ce qu'Éric Kerr va démissionner, que va faire Bernard Drinville, Martine Biron, qui ont fait campagne là-dessus. Donc, quand on se pose ces questions-là, c'est qu'il y a de la tension à l'interne. Puis oui, ça a été difficile à vendre au caucus, particulièrement aux députés de la région de la Rive-Sud de Québec, Ouais. ce changement de cap-là. Ils l'ont appris, certains lundi soir, d'autres mardi matin, là, mais ils n'ont pas eu énormément de préavis. On avait encore l'impression qu'on s'en allait vers un système à 2 tubes, l'un pour les transports en commun, l'autre pour les voitures. Mais quand tout ça a été abandonné, clairement, ça a été un choc à encaisser parce que, on l'a défendu bec et ongle, ce projet-là, même s'il n'y avait aucune étude qui le justifiait, même si les coûts étaient pharaoniques, même si on se demandait s'il y avait assez d'achalandage prévu pour être capable de construire quelque chose d'aussi lourd. Malgré tout, la CAQ l'a défendu. Donc, cette volte-face-là, clairement, elle n'est pas très bien passée. Puis c'est ce qu'on a vu cette semaine-là. Est-ce que, Michel, c'est ça qui fait mal, le fait qu'on fait volte-face maintenant après avoir été si catégorique durant la campagne électorale? C'était pas il y a 3 ans, là, ce discours-là, on le tenait il y a quelques mois à peine. Oui, et le mot catégorique est important. Tout ce qu'il y a d'experts en transport au Québec, et on a des bonnes universités au Québec, là, du monde très solide on dit ça n'a aucun sens ce projet-là, et la CAQ était là, non, vous comprenez rien, nous on va le faire, et c'est ça qui fait mal là, aujourd'hui, c'est que les gens qui disaient depuis le début, ça va coûter une beurrée cette affaire-là, ça n'a aucun sens, pharaonique est le bon terme. Le seul chiffre que Mme Guilbeault a donné, c'est entre 9,5 et 10 milliards. Il n'y a pas un projet comme ça qui était défendable à ce prix-là. Ça aussi, c'était un peu dans l'air du temps, dans la connaissance du public que ça allait coûter très cher. Alors, ils ont été très têtus. Et là, maintenant, ils vont vivre avec les conséquences. Il va y avoir un avant le troisième lien, puis un après le troisième lien. Et ça va vraiment faire mal à la crédibilité du gouvernement à partir de maintenant. Chantal? Forcément, parce que, en gros, pendant la campagne électorale, ce que François Legault et ses candidats ont dit, c'est croyez-nous sur parole et on n'a qu'une parole. Alors que croyez-nous sur parole, d'abord, c'était évidemment, ça tenait pas la route, mais en plus, on n'a qu'une parole, c'était pas vrai non plus. Selon moi, la rapidité avec laquelle on revient sur une promesse électorale, quand même, là, il n'y a pas un an qui a passé depuis la promesse, c'est parce qu'on savait qu'on allait un jour vivre le psychodrame qu'on vit cette semaine et que quelque part, quelqu'un s'est dit, c'est mieux de le faire tôt que tard parce que plus on va avoir de temps pour tenter de réparer les dégâts, mieux ça va être pour nous. Mais à l'avenir, quand des ministres comme Bernard Drinville ou d'autres vont dire « croyez-moi sur parole » à la face même d'à peu près toute l'expertise, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, ils vont se faire resservir le troisième lien. Ouais. Est-ce que, puis là, cette semaine, j'entendais, en tout cas, le maire Le Houlier, Michel, avait même pas l'air de croire au fameux tunnel pour le transport en commun. Là. Est-ce que c'est une façon d'essayer d'adoucir la pilule un peu cette semaine ou est-ce qu'on peut croire à celui-là? C'est une façon de tuer le projet. Vous savez, pour que ça fonctionne, Mme Guilbeault a parlé de changement de culture. La culture de la Rive-Sud de Québec, c'est une culture d'étalement urbain, puis de banlieue et de voitures. Vous pourrez bien amener les gens en transport en commun sous le fleuve jusqu'à la station Lévis, mais s'il n'y a pas un système conséquent de transport en commun à Lévis pour répartir les gens,
Et ça ne marchera pas. Et il n'y en a pas actuellement de système de transport en commun très, très sophistiqué à Lévis, c'est bien connu. Et le maire Laudier dit, comptez pas sur moi de mettre une scène là-dedans. Ouais. Alors, il faut être deux pour danser, là, puis il y en a un des partenaires qui ne dansera pas. C'est le principal problème actuellement, puis c'est ce qui fait que beaucoup de gens disent que ça ne se fera pas. Non. Alec, comment on gère ça? Parce que là, il y a clairement des tensions au sein du caucus de la CAQ. Il y a des ministres, et des députés qui ne sont pas contents. Comment M. Legault peut gérer ça pour éviter que ça ne s'envenime? Il a toujours eu un assez bon ascendant sur ses troupes, François Legault. Là, c'est son parti, c'est lui qui les a amenés là. Il a fait élire 90 députés aux dernières élections. Donc, je vois pas de fronde contre lui se dessiner. Je pense qu'on l'a bien vu cette semaine. C'était beaucoup la mort dans l'âme ou le moral dans les talons que tout le monde est allé s'excuser devant les caméras et dire on a peut-être été trop catégorique, désolé. Personne n'a visiblement songé à dire moi, je vais rester au caucus, mais je vais faire la bataille pour changer la décision. On n'a pas entendu ça là, cette semaine. Donc, on peut présumer qu'ils vont tous rentrer dans le rang. Il ne faudra pas qu'il y ait trop, par contre, de nouveaux sujets de discorde à l'intérieur du caucus sur un autre sujet, parce que l'accumulation, ça peut faire mal à plus long terme au caucus de François Legault. Est-ce qu'il y a des petites insatisfactions? Déjà qu'il y en a qui ne sont pas contents de ne pas être au Conseil des ministres. Est-ce que là, on va ajouter des projets dans leur circonscription qui aboutissent pas parce qu'il y a un ministre qui n'aime pas ça? Là, c'est là qu'il faudra voir si François Legault est près de son caucus et est capable de garder tout le monde ensemble. Pour l'instant, ça tient, mais ça reste une grosse couleuvre à avaler pour certains députés. Là. Chantal, chez l'électeur, est-ce qu'il y a de la gestion à faire aussi de ce côté-là? Parce qu'il y a des électeurs qui sont... Oui, mais le temps, peut-être, arrange des choses. Les élections, les prochaines élections sont encore loin. Et il y a plein de décisions afférentes à ça, mais pour revenir à ce qui se passerait dans le caucus, c'est vrai, il y a des pressions pour qu'Éric Kerr remplisse une autre promesse, celle de démissionner si ça se faisait pas, ouais. Et ce qu'il n'a pas l'intention de faire. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que des fois, un gouvernement prend une décision, puis il y a un autre parti susceptible de former un gouvernement qui aurait fait le contraire. Mais là, il n'y en a pas d'endroit où aller pour trouver un parti qui voudrait réaliser ce genre de projet-là. Le Parti conservateur du Québec peut bien tenter de récupérer l'histoire à son crédit, mais à la fin, un député qui quitterait la CAQ pour aller siéger pour Éric Duhem, dans ce cas-ci, serait encore aussi loin de ce genre de projet-là. Vous avez demandé qu'est-ce qui va arriver à ce tunnel réservé au transport en commun. Moi, selon moi, effectivement, c'est la fin de l'aventure annoncée, dans le sens où qui va vouloir aller faire campagne aux prochaines élections pour la CAQ sur le projet du tunnel pour le transport en commun et rappeler tous les jours la promesse des élections précédentes qui n'a pas été remplie? Ça va devenir un des projets les plus mal aimés de la CAQ, selon moi. Oui, c'est sûr que quand on le décrit comme ça, c'est vrai que c'est pas... La perspective n'est pas particulièrement joyeuse. Bon, on va faire un saut à Ottawa, si vous le voulez bien, en passant par la Jamaïque, des vacances qui sont revenues hanter M. Trudeau cette semaine. Écoutons la façon dont il a expliqué son passage à Noël sur le domaine d'un riche ami en Jamaïque. Ça fait 50 ans que notre famille est amie avec cette famille-là. Et comme pour tous mes vacances, on travaille avec le commissaire à l'éthique pour s'assurer que toutes les règles soient suivies. Bon, Michel, M. Trudeau, encore une fois, qui est tenté par ses vacances, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui s'est passé cette semaine, de la réaction que ça suscite? Ben, c'est à cause du petit côté, la vie des gens riches et célèbres, là. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Le premier ministre ne se déplace pas en avion commercial. Ça implique un certain nombre de choses quand le premier ministre s'en va à l'étranger, y compris avoir de la sécurité de communication. Si jamais il y a une crise internationale qui arrive, c'est un premier ministre du G7. Il faut qu'il soit dans une situation où il peut répondre. Oui, ça coûte cher, mais c'est le côté d'aller dans la villa luxueuse où son père était déjà allé en Jamaïque, d'amis de la famille. C'est ça qui choque un peu les gens, mais soyons clairs, là, c'est pas la première fois, puis ce sera pas la dernière, et je suis pas sûr que ça a un si gros impact à long terme sur l'électorat, ces choses-là, mais il y a des gens qui vont trouver ça fatigant, c'est sûr. À l'extérieur de la bulle d'Ottawa, Chantal, est-ce que ça résonne? Parce qu'on en entend beaucoup parler ici à Ottawa, nécessairement, là, mais ça fait une différence chez l'électeur moyen? Le jour où Justin Trudeau est arrivé en politique, il était riche et célèbre.
Ça n'a pas changé. Ça fait partie du personnage. Il s'est jamais promené en disant, moi, quand j'étais petit, je marchais de nu-pied pour aller à l'école pour pas user les chaussures. Et il y a personne qui croit ça. Alors, l'idée que les Canadiens au grand complet vont être scandalisés à l'idée qu'il est allé en vacances chez des gens riches et célèbres comme sa famille l'était, c'est difficile à imaginer après plus que 10 ans en politique. À cause de ça, j'ai l'impression que ça va revenir à répétition, mais je ne crois pas que ça a un immense impact. Parce que ça va pas... Je vais vous faire une comparaison. Le blackface de Justin Trudeau, ça allait à l'encontre de son discours, l'inclusion, etc. Et donc, ça a choqué. En passant, il en est revenu quand même. Mais de dire aux gens, saviez-vous que Justin Trudeau se comportait comme un homme riche et célèbre? Ben oui, à part de ça va. Alec, là-dessus? Je pense que c'est des bonnes munitions pour le Parti conservateur qui essaie de dépeindre Justin Trudeau comme étant déconnecté de la classe moyenne, ne se préoccupant pas de l'inflation parce que lui, ça le touche pas. Donc, c'est certain que pour les partis d'opposition, c'est quelque chose d'intéressant. C'est encore, je pense, une difficulté de jugement de Justin Trudeau autour d'un voyage, mais c'est clairement le moins pire écart de jugement des trois. Là. La GACAN étant un cas typique, blâmé par le commissaire à l'éthique d'ailleurs, où là, on va sur l'île privée d'un richissime, dans ce cas-ci, leader religieux, qui fait des affaires couramment avec le gouvernement. Qui n'était pas là, en plus, pendant la visite. Là. Oui, c'est ça. Ça n'avait pas vraiment de bon sens. Puis ensuite, souvenez-vous du voyage à Tofino, la première journée de vérité et de réconciliation avec les Autochtones en septembre, où plutôt que d'aller parler à des communautés autochtones, parler des pensionnats, ben il était en vacances sur le bord de l'eau en Colombie-Britannique. Ça aussi, c'était pas un grand jugement. Ça, c'est le moins pire des trois, là, dans le sens où c'est dans le temps de Noël. Il n'y a pas d'autre place où il aurait été ailleurs. Il faut amener la GRC, il faut amener certains conseillers, ça coûte plus cher. Le commissaire à l'éthique a donné le feu vert. Donc, mis à part l'impression de déconnexion de la classe moyenne dont les conservateurs vont se servir, je pense pas qu'il y a beaucoup de chemin à faire avec ce dernier voyage-là par rapport aux deux autres qui ont retenu l'attention à l'époque pendant plusieurs jours. Je vais rester avec vous, Alec, parce que vous parlez de munitions de conservateurs. L'autre sujet qui a servi de munitions conservateurs cette semaine, c'était CBC, l'étiquette sur Twitter, puis ensuite l'idée de définancer le diffuseur public. Puis là, ça n'a pas été clair. On l'a qualifié à un moment donné d'agent de propagande libérale. Est-ce que c'est payant, c'est si payant que ça pour les conservateurs d'aller taper sur la tête du diffuseur public comme ils l'ont fait cette semaine? En tout cas, c'était plus payant, je pense, dans la tête de celui qui a imaginé la stratégie que la réalité a rendu à la fin de la semaine. D'abord parce que Twitter a changé d'avis en cours de route. Fait que visiblement, Pierre Poilievre et son plaidoyer auprès d'Elon Musk n'a pas duré très longtemps, puisque CBC et d'autres diffuseurs publics dans le monde se sont vus retirer l'étiquette qu'ils ne souhaitaient pas avoir. Donc, visiblement, Pierre Poilievre ne pourra pas faire beaucoup de chemin avec ça. Ensuite, c'est que, oui, ça fait plaisir à la base conservatrice et à certains électeurs qui n'aiment pas CBC, qui n'ont pas de grands attachements pour CBC, mais ça a mis les conservateurs du Québec dans le pétrin. Les Gérard Deltel, Pierre Paulus et autres, n'étaient pas très, très visibles cette semaine pour aller expliquer comment on ferait ça pour définancer CBC tout en gardant Radio-Canada alors qu'on partage les locaux, les techniciens, un paquet de services. Mettons qu'il n'y avait pas vraiment le goût de venir s'expliquer. Et donc, ça montre ou bien les conservateurs du Québec sont coincés avec des politiques publiques qui ne font pas leur affaire, ou ils n'ont pas assez d'influence pour parler auprès de leur chef et dire « Fais pas ça, nous, ça va nous mettre dans le trouble ». Visiblement, Pierre Poilievre ne les écoute pas, les députés du Québec. Ouais. Alors, ça non plus, ça fait en sorte que ça n'a pas été une très bonne semaine pour le Parti au Québec. Maintenant, la base conservatrice a beau aimer ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je ne suis pas sûr que ça attire beaucoup d'électeurs indécis. Chantal là-dessus, puis ensuite Michel. Si c'était si vendeur, on le saurait dans la mesure où le discours sur CBC du Parti conservateur dure depuis des années. James Moore, qui a été ministre du Patrimoine, pourrait vous dire qu'à chaque réunion de caucus, il y avait des députés qui lui demandaient quand est-ce qu'on va fermer CBC, ce que Stephen Harper n'avait pas l'intention de faire pour les raisons qu'Alec a un peu expliquées. Quand même, M. Poilievre a réussi quelque chose avec son opération sur Twitter. Maintenant, il n'y a plus aucun média qui porte aucune étiquette, ce qui veut dire qu'il a libéré les médias d'État de la Chine et de la Russie, contrôlés par ces gouvernements si démocratiques, d'une étiquette pour prévenir les gens qui les fréquentent de ce qu'il s'agissait vraiment, dans ce cas-ci, de propagande d'État. Toute une libération. Michel, le mot de la fin là-dessus?
M. Poilievre a beaucoup plus besoin de convaincre des gens à l'extérieur de sa base que de rendre sa base heureuse. Elle n'est pas pire heureuse comme c'est là. Ça ne sert absolument à rien d'autre qu'à rallier des gens qui sont déjà convaincus. M. Poilievre doit commencer à ouvrir son éventail d'arguments pour amener d'autres mondes à la tente des conservateurs, et il ne le fait pas. Alors, à un moment donné, c'est pas des histoires comme ça qui vont l'aider à gagner une élection, et s'il en fait trop, ça va lui nuire. La fameuse tente qu'on semble avoir de la difficulté à ouvrir un peu chez les conservateurs. Enfin, on verra. C'est tout le temps qu'il nous reste. Elle est Alex. virtuelle. Virtuelle, oui. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.